Le macabre inspire à l'homme une curiosité morbide et une étrange attirance. Tout au long de l'histoire, de nombreuses tentatives ont été faites pour comprendre comment fonctionne l'esprit d'un tueur en série. Qu'est-ce qui pousse une personne à tuer encore et encore ? En l'occurrence, essayons de découvrir qui était l'un des tueurs en série les plus célèbres de la planète, sur lequel une vingtaine de livres et plusieurs films ont été réalisés. Fin du 19e siècle, l'Angleterre est la nation la plus puissante de la planète, et Londres la plus grande ville du monde. Sans le savoir, tout voyageur peut s'en rendre compte au premier coup d'œil. Les tours du Parlement de Westminster se dressent fièrement pour parler de la dominance politique britannique. Tout comme les banques de la City contrôlent le commerce international. Pourtant, il s'agit bien de là, et à cet endroit précis, au sein de celui-ci même, à Whitechapel plus précisément, c'est l'endroit où la misère touche le fond. Il s'agit d'un dédale de ruelles inondées par les vapeurs nauséabondes de la Tamise. D'un monde souterrain où la maladie, l'alcoolisme et la prostitution font des ravages parmi ces 80 000 âmes. D'un quartier dont les maisons surpeuplées semblent se pencher de façon menaçante sur quiconque a le courage de marcher dans son ombre. Whitechapel est le Londres que le reste de Londres ne veut pas voir. Pourtant, au mois d'octobre 1888, toute l'Angleterre a fini par ouvrir les yeux sur ce quartier malfamé, car Whitechapel allait devenir le berceau de la création du plus renommé tueur en série au monde. Tout commence dans l'obscurité de la nuit du 31 août 1888, alors que Charles Cross, 39 ans, cocher de métier, quitte son domicile de Dovetown Street à Londres pour se rendre à son travail. Il est 3h30 du matin et l'obscurité enveloppe les ruelles nauséabondes que Cross emprunte tous les jours à la même heure. Malgré la faible luminosité, alors qu'il atteint Box Row, Cross aperçoit une masse allongée près d'une porte. De loin, cela ressemblait à une vieille bâche que quelqu'un avait laissée derrière lui. Pensant que cela pourrait être utile pour le travail, Cross a finalement décidé de s'approcher pour inspecter le paquet. Mais en s'approchant, il commence à reconnaître une forme humaine. Il demande l'aide d'un autre homme qui se rend à son travail aussi, et ensemble, ils constatent qu'il s'agit du corps sans vie d'une femme. Conscient qu'il n'y a plus grand chose à faire pour elle et qu'ils seront en retard pour le travail, ils décident de signaler la découverte aux premiers policiers qu'ils trouveront. Ce que ni l'un ni l'autre ne semble avoir remarqué dans l'obscurité de la nuit, c'est que la femme avait une entaille à la gorge si profonde que sa tête était presque séparée de son corps. Les funérailles de Mary Ann Nichols se sont déroulées en secret. La raison, éviter la présence de voyeurs et de journalistes à la recherche de détails morbides. La presse avait publié des détails de l'autopsie de Mary Ann Nichols. Elle révélait qu'elle avait souffert d'un sadisme difficilement compréhensible, même pour l'époque. La même chose s'est produite pour les 4 autres victimes canoniques de Jack l'Éventreur. Annie Chapman, retrouvée le 8 septembre, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, toutes deux retrouvées le 30 septembre, et Mary-Jane Kelly, retrouvée le 9 novembre. Toutes, sauf une, ont été tuées alors qu'elles étaient dans la rue à la recherche de clients. Oui, toutes occupaient le même métier que les mères des personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Mais l'aspect le plus horrible des crimes de Jack l'Éventreur est la brutalité de ses méthodes. C'est dans tous les cas, la victime a été égorgée. Et dans tous les cas, le corps a été mutilé de diverses manières. Ces dissections précises ont conduit la police à penser que le tueur devait avoir des connaissances en anatomie humaine. Non seulement la brutalité des meurtres, mais aussi les détails mystérieux entourant les affaires, ainsi que la teinte de morbidité déversée par la presse et reçue par la population londonienne, ont contribué à écrire l'une des pages les plus noires de l'histoire de la criminologie. En revanche, le 28 septembre 1888, pile 105 ans avant la naissance de votre narrateur favori, la Central Press Agency reçoit une lettre du tueur avec des notes moqueuses se vantant de l'échec des efforts de la police. Certaines de ces notes, signées du pseudonyme qui l'a rendu célèbre, Jack l'Éventreur, sont écrites avec du sang. En effet, il voulait vraiment faire dans le sensationnalisme à l'époque. En tout cas, une partie de la première lettre se lit comme suit. Cher patron, je n'arrête pas d'entendre que la police m'a attrapé, mais qu'elle ne veut pas encore m'arrêter. J'ai ri lorsqu'ils avaient l'air si intelligents et qu'ils disaient être sur la bonne voie. J'en ai après les putes et je n'arrêterai pas de les éventrer tant que je ne me serai pas fait avoir. Le dernier travail a été formidable. Je n'ai pas laissé le temps à la fille de se plaindre. Comment peuvent-ils m'attraper maintenant? Le 16 octobre, ils ont reçu une autre lettre qui disait ceci. Monsieur Lusk, monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme conservée pour vous, l'autre partie je l'ai frite puis mangée, c'était très bon.
Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signez Attrapez-moi quand vous pourrez, Monsieur Lusk. Il s'agirait de la plus célèbre des lettres, intitulée From Hell, ou en français, de l'enfer. Malheureusement, la lettre originale a disparu des archives de Scotland Yard, avec d'autres preuves. Par conséquent, tout comme l'identité du meurtrier, l'authenticité ou non de cette lettre et d'autres lettres restent un mystère. À l'époque, les limites de la police scientifique, qui ne disposait pas des outils d'identification par l'ADN d'aujourd'hui, le tollé général suscité par l'incapacité à résoudre les affaires et la morbidité générale de ces meurtres brutaux ont créé un climat de pression à l'encontre du ministre de l'Intérieur et du commissaire de police de Londres, qui a fini par démissionner. Mary-Anne, surnommée Polly, est née le 26 août 1845. Mariée et mère de 5 enfants, elle se sépare de son mari William Nichols en 1881. Après la séparation, elle subvient à ses besoins en effectuant des travaux domestiques dans différentes maisons. Elle avait 42 ans lorsqu'elle est décédée. La nuit de sa mort, Mary-Anne vivait au 18 Troll Street, où elle partageait une chambre avec 4 autres femmes, dont Emily Holland, la dernière personne à l'avoir vue vivante, vers 2h30 du matin, le 31 août 1888. Le corps de Polly Nichols a été découvert dans Box Row vers 3h45 par le chauffeur Charles Crowe, qui se rendait à son travail. Les détails de l'état du corps ont été communiqués au Times comme suit. Son visage était couvert d'ecchymoses et sa gorge avait été tranchée à 2 reprises. Son estomac a été ouvert et tailladé à plusieurs reprises. Annie Chapman avait 47 ans au moment de sa mort. Alcoolique invétérée, elle subvenait à ses besoins en combinant la couture, la fabrication et la vente de bouquets et bien évidemment la prostitution. Le corps de Chapman a été trouvé par John Davis, un résident âgé du 29 Hanbury Street à 6h du matin le 8 septembre 1888. Le vieux Davis alerta 2 ouvriers qui se trouvaient dans les environs. Ce sont ces hommes qui ont noué son mouchoir autour de sa tête, apparemment pour l'empêcher de tomber de son corps. Elle y est restée jusqu'à l'arrivée de la police. Elle avait la tête tournée vers la maison et ses vêtements avaient été remontés au-dessus de sa taille. Son visage était couvert de sang et ses mains étaient levées et repliées. Les paumes tournées vers le torse, ce qui a donné aux enquêteurs l'impression qu'elle luttait pour sa vie. Elizabeth Stride, âgée de 44 ans, a passé la dernière soirée de sa vie à nettoyer les chambres de la pension de famille située au 32 rue de Flower et Dean, sa résidence habituelle depuis ces 6 dernières années. Elle était vue pour la dernière fois le soir du 29 septembre 1888. 3 témoins l'ont croisée avec 3 hommes différents à des moments différents. Le corps d'Elizabeth Stride a été découvert dans la cour de Dudesfield peu après minuit le 29 septembre. C'est Louis Diem Schultz, le gérant d'un magasin voisin, qui l'a découvert. Elizabeth Stride présentait une coupure nette au niveau du cou, comme les autres victimes. Cette fois-ci, cependant, elle n'avait pas subi de mutilation majeure. Peut-être que Jacques l'Éventreur n'avait pas eu le temps au moment des faits. À peu près au même moment où le corps d'Elizabeth Stride a été découvert à Dudesfield Yard, une autre prostituée, Catherine Eddowes, 46 ans, a été libérée du commissariat de police de Bishopgate. 8 ans avant sa mort, parce que évidemment c'est là où on se dirige, pour donner un petit peu de contexte, Eddowes aurait souffert d'un problème d'alcoolisme et aurait abandonné sa famille. Au moment de sa mort, elle vivait toujours avec un nouveau partenaire, John Kelly, à l'auberge Coney au 55 Flower and Dean Street à Spitzfield, où elle se prostituait occasionnellement pour payer le loyer. Le 29 septembre à 20h30, Eddowes est arrêtée pour trouble à l'ordre public, mais elle est relâchée quelques heures plus tard. Elle a quitté le poste de police à minuit 55, à 8 minutes de marche de Meath Square, où elle a été retrouvée morte, malheureusement un peu plus tard. À 1h30, Eddowes a été vue par 3 personnes au croisement de Duke Street et de Church Passage. 15 minutes après avoir été vue pour la dernière fois, Eddowes a été retrouvée morte à Meath Square, comme je viens de le dire, car le tueur a frappé une deuxième fois cette nuit-là. À peine 1 heure d'intervalle. À 1h45 du matin, l'agent Edward Watkins découvre le corps mutilé de Catherine. Comme les victimes précédentes, elle a été égorgée. En outre, les 2 paupières, une partie du nez et l'oreille droite ont été mutilées. Son utérus et son rein gauche ont également été enlevés et ses intestins ont été placés sur son épaule droite. Visiblement, comme on l'a dit un peu plus tôt, la première victime de la soirée n'a peut-être pas eu suffisamment de temps pour
Et voilà, enlever toutes ces pulsions meurtrières, on va dire, en la mutilant autant qu'il aurait souhaité. Sûrement qu'il a été dérangé, donc il a fui. Et pour rattraper justement ce manque en quelque soit, il est tombé sur cette pauvre personne qui semblait sortir de la prison à ce moment-là, donc Eddowes, et s'est retrouvé face à Jack l'Éventreur, qui a finalement pu faire tout ce qu'il souhaitait, ou voire plus, en fonction de sa pulsion du moment. Pour continuer, cette démonstration effrayante des connaissances anatomiques de Jack l'Éventreur a conduit la police à soupçonner qu'il aurait pu être un professionnel de la santé ou peut-être un boucher. Mary Jane Kelly avait environ 25 ans au moment de sa mort. Étant si jeune, elle était la victime la plus différente des précédentes. Elle était née à Limerick en Irlande, avait vécu avec sa famille au Pays de Galles et était venue à Londres en 1884. Elle s'était mariée apparemment très jeune, à l'âge de 16 ans, et est devenue veuve après peu de temps. La dernière personne à avoir vu Kelly vivante est Mary Ann Cox, une prostituée veuve de 31 ans, à 23h45 dans la nuit du 8 novembre, puis à 1h du matin le 9 novembre. Le propriétaire des appartements, John McCarthy, envoie Thomas Boyer encaisser le loyer de Mary Kelly vers 10h45, situé au numéro 13 de Miller's Court dans le quartier de Whitechapel. Lorsqu'il frappe à la porte sans obtenir de réponse, il tire les rideaux de l'extérieur et découvre le corps brutalement mutilé de la femme. La mutilation brutale de la jeune femme est le crime le plus dégoûtant et le plus horrible de cette liste. Toute la surface de l'abdomen et les cuisses a été enlevée et la cavité abdominale vidée de son contenu. Les seins ont été coupés, les bras mutilés et le visage déchiqueté. Les tissus du cou ont été coupés jusqu'à l'os. Les intestins ont été retrouvés en divers endroits de la pièce. Le cœur a disparu. Cette boucherie, un peu plus bâclée que les précédentes, fait douter les experts que la personne qui a assassiné cette femme soit une experte en anatomie. Les vêtements de Mary Jane Kelly sont soigneusement pliés sur une chaise et ses bottes sont devant la cheminée. Le feu avait apparemment été attisé par le tueur avec des vêtements de la victime. Pour une raison ou une autre, Jack l'Éventreur détestait les prostituées. La première lettre qu'il a écrite le mentionnait, et c'est donc à elle qu'il a exclusivement consacré ses meurtres. Les crimes ont été commis à la fin du mois d'août et à la mi-novembre, l'Éventreur n'ayant assassiné que pendant 70 jours. Tous les crimes ont été commis après l'heure de fermeture, toutes les victimes appartenant à la même classe sociale, la plus basse, et vivaient à moins d'1 kilomètre l'une des autres. Elles ont toutes été tuées de la même manière. En effet, il ne lui suffisait pas de tuer, il fallait aussi endommager gratuitement le cadavre, comme l'a raconté l'un des responsables des autopsies. La procédure après la mort consistait d'abord à trancher la gorge de la victime avec un couteau d'un côté à l'autre, puis à ouvrir la cavité abdominale, également à l'aide de couteaux. Dans la plupart des cas, les organes de la victime étaient ensuite prélevés. Dans certains cas, un rein par exemple était prélevé en guise de souvenir macabre. En outre, les intestins ont été retrouvés à divers endroits. L'utérus et les reins sous la tête, l'autre sein à côté du pied droit, le foie à côté des pieds, les intestins à côté du côté droit, bref, peu importe, vous avez compris. La péricarde était absente du cœur et tous les détails possibles et inimaginables qui ont fait la légende de ce meurtrier. Enfin bref, on comprend que c'était le pire qu'une simple boucherie. L'essence de la peur, c'est l'incompréhension. Et l'inconnu est le plus redouté de tous. Dans le cas de l'Éventreur, le mystère devait être à la base de la peur. Personne n'a jamais entendu un seul cri, un appel à l'aide, dans un quartier où les gens étaient littéralement entassés. Aucun des corps ne portait des blessures défensives qui résultent de la résistance à une attaque. Aujourd'hui, l'envie de savoir qui était Jack l'Éventreur persiste et les détectives comme les enquêteurs professionnels ont proposé un défilé infini de suspects. Mais tout ce que l'on sait, c'est que toutes ces victimes n'ont pu ni résister ni crier. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un classique de parler de Jack l'Éventreur, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de retracer un peu tout ce qui s'était passé sur les sites internet et autres. Dans tous les cas, je vous invite à commenter ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres sujets à me partager sur lesquels je pourrais travailler avec plaisir. Et dans tous les cas, je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.